L'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de mes collègues Hugues Gonneau et Louis-Philippe Dubé. Messieurs, bonjour. Salut. Louis-Philippe, tu vas pouvoir nous parler, on t'a un peu teasé la semaine passée. Yes. Tu vas pouvoir nous parler du tout nouveau Volkswagen ID4 entièrement repensé, entièrement redessiné. On a bien hâte d'entendre les innombrables changements qui ont eu lieu sur ce véhicule. Absolument, j'ai hâte de vous les compter. Voilà. Hugues, tu vas nous parler du Pontiac Aztek. Absolument. Ça aussi, c'est un véhicule mythique pour les mêmes raisons. Oh oui. Mais tu vas nous en parler un peu plus tôt, un peu plus tard. Mais en attendant, bon, évidemment, la nouvelle qui est sortie cette semaine et qui a fait jaser énormément, c'est le retour de la Charger. Yes. Et le non-retour de la Challenger, bien qu'on ait dévoilé une Charger à 2 et 4 portes, avec moteur à essence ou 100% électrique. Donc, une gamme très large. Oui, et le Challenger est mort parce que jusqu'aux dernières nouvelles, ça signifierait la mort du Challenger jusqu'à maintenant. Comme tu dis, pas de chicane, 2-4 portes. On savait quand le Charger est sorti la dernière fois, tout le monde était, c'était un 4 portes. Ça a fait un petit peu de chicane. Maintenant, c'est tout le monde peut trouver son compte avec électrique, à essence, le moteur Hurricane. On l'avait vu, ça confirme qu'est-ce qu'on avait vu avec les photos espions là, dans l'usine. Avec des pots d'échappement. Le tunnel de transmission aussi, puis etc. Ouais. Donc, ça confirme ça. Comme tu dis... Mais elle a une sacrée gueule. Oh là là. J'ai pas le choix de... sérieux, là. J'ai pas le choix d'admettre que design... Ils ont réussi... Non seulement aller chercher une touche rétro en s'inspirant du modèle de 68-69, par exemple, c'est ça. Mais sans jouer une touche rétro qui va mal vieillir dans 2 ans. Écoute, c'est rare les véhicules dont le modèle de production, je le trouve plus beau que le concept. Je suis d'accord c'est avec très toi. rare, puis c'est le cas absolument. pour moi. Non, tu te souviens que le concept, excuse-moi, tu te souviens que le concept, l'empattement avait pas de bon sens. Tu avais l'impression que c'était celui d'un autobus scolaire. Mais là... écoute, il donne pas sa place en termes d'empattement. Il est quasiment aussi... Non, mais... Quand même, les proportions sont plus intéressantes. Le coup d'œil est réussi. Et la ligne, c'est 3 quarts avant, 3 quarts arrière, de côté, c'est beau de tous les angles. Autant la 4 portes, la 2 portes. Et tout à fait. Ça, c'est surprenant parce que des fois, ce genre de proportion-là, ça marche pas bien. Ouais. Et la 2 portes est réussie, la 4 portes, ça marche pas. Là, c'est impeccable. Le coup de crayon est magnifique. Et en plus, c'est un haillon. Donc, c'est une voiture pratique. Donc, ils ont eu cette idée-là d'en faire une berline, mais à haillons, qui va être plus polyvalente. C'est drôle, hein, que berline à haillons, moteur turbo-compressé. Ça fait penser à la Stinger, un peu, avec un 6 turbo-compressé. Je pense que les gens de Dodge aimeraient que tu te taises maintenant. On me dit à l'oreille que c'est pas une bonne idée. Des rétros. Ouais, c'est ça. La comparaison est un peu boiteuse, dit-on. Mais remarque, la Stinger, c'est une très belle voiture, mais un échec commercial. Un échec commercial. Ça sera pas le cas pour celle-là. Non, j'ai pas de boule de cristal, là, mais je peux vous dire que ça va être populaire. Écoute, tu la regardes, tu dis, puis là, ils font plaisir à tout le monde. Ceux qui veulent encore avoir le bruit du moteur à essence, ils vont l'avoir. Ceux qui veulent rouler électrique, ils pourront rouler électrique. Il n'y a pas d'excuse. Bon, j'ai écouté, évidemment, la vidéo YouTube qui a été faite par les gens de Dodge pour vendre la voiture. Oui, moi aussi. Et c'est ça, je voulais parler. C'est fascinant parce qu'ils arrivent en disant... On nous a interdit de continuer de vendre des moteurs MI, alors on a fait OK, parfait. On arrive avec 670 chevaux, pur électrique, des sonorités artificielles qui rappellent des moteurs V8. Un discours démagogique de dire que ce véhicule-là est aucunement efficace. Il n'est pas là pour sauver la planète. Il est là pour faire renaître le muscle car en électrique parce qu'on n'a pas le choix. Et tout ça dans une cinématographie digne du magasin du dollar. Là. Moi, j'ai trouvé que visuellement, c'était quand même réussi. Puis,
Oui, on s'entend que Tim, que je suis pas capable que je suis jamais capable de prononcer son nom. Ouais, chef là-bas chez on le sait, il n'est pas un grand acteur. Non. Là-dessus, on s'entend. Il avait l'air d'un gars chaud là, dans un bar qui te parle de comment il vole de la cope d'un fil d'hydro. Là, là, c'est vraiment, là, il parlait là, comme si c'était une espèce de conviction d'un char. Là. Pourquoi j'ai l'impression que c'est un cas vécu que tu nous racontes? Là? Écoute, j'en ai plein d'histoires de bar. Il me semble qu'il avait la même le gars de là-dessus. Ouais. mais ce qui était drôle, c'est qu'il faisait un jeu d'acteur avec les Dodge Brothers. Hey, écoute. Et les Dodge Brothers sont morts depuis 90 ans. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'ils ont quand même joué la carte. Ils ont dit... on ramène cette voiture-là. Mm-hmm. Elle a l'audace d'un muscle car. Elle a la technologie qu'on va avoir aujourd'hui. Elle a un 6 cylindres en ligne qui est plus efficace que tous les moteurs à essence qu'on a eu dans le passé. L'habitacle est réussi aussi. Bien que, oui, on ait des écrans et tout ce que tu voudras, je trouve que la présentation, le design, c'est efficace. Oui. Bon, il y a beaucoup de questionnements sur ça va-tu être fiable? Est-ce que ça va être efficace comme technologie, etc. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est fabriqué au Canada. Et quand on a annoncé la fin de production des Charger Challenger 300 à Brampton, j'ai fait, c'est terminé, puis ils amènent la Charger aux États-Unis parce que ce qu'ils veulent faire chez nous, c'est que de l'électrique. Et là, il y avait des rumeurs de batterie, de ci, de ça. Et là, ils nous annoncent que ça va être construit à Windsor. Donc, la question qui suit, mais que va-t-il arriver de la Chrysler Pacifica qui est assemblée à Windsor? Parce que... Là, je te sens inquiet, là. Mais que va-t-il arriver? Elle vit sur du temps emprunté. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour l'industrie automobile canadienne parce que ils vont continuer de fabriquer des voitures passionnantes au Canada. Excellent. Je trouve que, justement, il y a cette espèce d'aspect très cool de dire, OK, pendant... près de 20 ans, on a fait plaisir aux employés de l'usine de Brampton en leur confiant des voitures de passion, si tu veux. Mm-hmm. Et là, eux vont devoir fabriquer des Jeep Compass à partir de l'année prochaine. Et ceux qui ont fabriqué des minivans pendant 40 ans, cadeau les gars, on vous amène. Je sais pas. Je trouve ça le fun. C'est correct. Ouais. Et sais-tu, moi, quand j'ai vu la Charger, j'ai fait, OK, les proportions sont géniales, j'ai très hâte de conduire ça. Autant l'électrique que les modèles à essence. Puis on va revenir dans 5 minutes avec les spécifications. Mais j'ai hâte de voir la voiture de police. Oui. Le police pack. Pas dans ton rétroviseur. Non, mais le police pack de ça va être magnifique. Là. Ouais. Parce qu'on a encore des Chargers qu'on met sur la route aujourd'hui comme Police Pack. Mais les plus belles Chargers de police, ça a été les 2006, 7, 8, 9. Là. Mm-hmm. À mon avis, esthétiquement, là, ceux qui étaient intimidantes, là, je pense que c'était celle-là. Et ça, en voiture de police... Dans le rétroviseur. Oh là là, ça va être quelque chose. Enfin, bref. Donc... spécification, 496 chevaux pour la version RT électrique. Exact, avec 510 km d'autonomie. Bon, 670 chevaux sur la version Scat Pack. Oui, avec 418 km d'autonomie. Avec 418. Donc, évidemment que le modèle à 496 chevaux va être le plus prisé. Oui. Bon, là, il n'y a pas de question de est-ce que c'est admissible au crédit. On verra ça. On verra ça plus tard. Même le chef chez Dodge dit on s'en fout que ça soit admissible ou pas. C'est pas ça qu'on veut. Puis c'est correct. Parce que tu peux pas continuer de jouer au yo-yo. Ouais. La preuve, c'est qu'on va en parler dans quelques instants. Il y a une province qui a décidé de faire volte-face concernant les crédits gouvernementaux. Ah oui, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt. Mais pour ceux qui veulent avoir moteur à essence, tu as 2 versions du moteur Hurricane. Ouais. Un peu comme dans le Ram, dans le Wagoneer / Grand Wagoneer. Standard output, là, 420 chevaux environ. Puis high output, ça va être 550 chevaux. C'est pas des chiffres officiels là, qu'on a sortis encore pour les modèles à moteur à essence. Ouais. Qu'est-ce qui détonne aussi, c'est que le véhicule électrique, 5838 livres qui va peser. Alors, quand même plus pesant qu'un Cadillac Escalade. Ouais. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération. On a beaucoup de puissance. Juste la batterie, là, c'est 100 kWh, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que ça va être un véhicule. Pour les amateurs de conduite sportive, c'est quelque chose à prendre en considération. Un véhicule va être très pesant. Est-ce qu'on a la taille de la batterie? C'est 100,5 que j'ai vu. 100,5 kWh. OK, parfait.
Donc, une bonne batterie à recharger, là, quand même. OK. C'est ça. Mais c'est une Dodge Charger. Donc, fallait la faire, c'est fait. On y est. C'est ça. Je me demandais c'était qui allait la faire. Voilà, exactement. Évidemment, la Challenger reste en suspens. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que ce nom-là n'est pas mort et qu'on va revenir avec peut-être éventuellement quelque chose de plus sportif, de plus radical. Parce que la Charger, c'est une grosse voiture. Et on joue, oui, la carte du muscle car, mais on joue la carte de la voiture américaine dans toute sa splendeur. Alors que la Challenger, j'ai le feeling que si ça revient, ça va être une sportive. Oui. Tu sais, à la Mustang. Là. Vraiment, là, on va aller jouer sur 2 territoires complètement différents. Très, très hâte de voir ça. Oui. Je lève ma main si jamais vous faites le lancement média. Moi, j'irai là-bas essayer ça. Ça me ferait grand plaisir parce que je sais que les gens qui ont travaillé sur ce projet-là sont des vrais passionnés et que ça va suer la passion, cet événement-là. Il va y avoir beaucoup de trucs vraiment, vraiment cool avec ça. Là. Puis un bon côté, tu sais, tantôt j'ai ri un peu du vidéo de Tim Kuniskis, là, mais c'est extrêmement bien joué du côté marketing parce qu'on parle directement pour garder nos clients chez Dodge. C'est pas des gens qui vont magasiner pour une Mach-E ou qui vont magasiner pour une Tesla. Non. C'est des gens qui veulent rester là et puis ils veulent que ça partage leur philosophie de on n'en voulait pas de char électrique, mais on vous a réservé quelque chose de spécial. Ça, il faut dire qu'en termes de marketing, Dodge, ils ont rien de nouveau à proposer depuis 10 ans. Ils arrivent quand même à vendre des voitures et ils ont réussi à se bâtir une brand image qui est quand même solide avec zéro nouveauté. Donc les gars, ils ont fait quand même une ramenant du vieux. Puis j'ai hâte aussi que tu nous parles à un moment donné de Fradzog, peut-être dans un autre épisode. Parce qu'aujourd'hui, on parlera pas de ça, mais j'aimerais ça entendre tout ce que tu connais sur ce nom-là, qui est quand même curieux. Je peux t'en parler très rapidement. En fait, le nom, il a été choisi par hasard. Il veut rien dire. Ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui est arrivé avec un coup de crayon. Fait péter. Tu sais, on est en 67, 68, là... ça va bien dans les bureaux d'études et au marketing dans ces années-là. Chez Dodge, ils ont des couleurs de fou, ils choisissent des noms de fous, les gars, ils se lâchent. Donc, Fradzog, pourquoi pas, on y va, let's go. Mais on a repris ce logo-là qui vient un peu épicer le côté nostalgique de la voiture. Alors, je peux déjà te confirmer que ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Ils en fumaient du bon à l'époque. Ceux qui s'en souviennent, on a même déjà offert en option chez Dodge des toits de vinyle qu'on appelait Mode Top. Alors, c'est ça. C'était des motifs à fleurs, mais pas juste sur tes banquettes, sur le toit de l'auto. Le toit aussi. Tu sais? Puis je sais pas si tu arrosais le toit, si ça poussait. C'est une bonne question. Cela étant dit, Charger, on va en entendre parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, puis on va apprendre de nouveaux trucs chaque fois. Puis tu sais bien qu'ils vont garder les gens en haleine. Là, ils vont dire, on a développé telle technologie. Dans cet écran-là, vous allez avoir les mesures de performance, les ci, les ça. Il faut aussi souligner que ce sont toutes des 4 roues motrices. Alors, ça aussi, il y a quelque chose de quand même le fun. Est partie pour toujours. C'est toute de la 4 roues motrices. Moi, j'ai le feeling que des chargers électriques bien équipés, on va friser le 100 000. Ça va coûter une fortune. Puis ça, on n'a pas annoncé les super hautes performances qui vont arriver avec une programmation différente. Ils ont sous le pied, là, encore. C'est ça. Puis on va mettre de côté des technologies d'efficacité comme du préconditionnement, puis etc. Ça va être vraiment axé performance. Si on est capable de vendre une Ioniq 6 à 65 000 $, combien peut se vendre une Charger de 670 chevaux? Et voilà. Mais évidemment, il y a la question des crédits. Sauf qu'une Ioniq 6, tu n'achètes pas ça par passion. Fait que ça va être très intéressant de regarder ça. Et aussi de voir comment on va jouer la carte avec les modèles à essence. Ça va être vraiment fantastique. Parlant de modèles à essence, on veut en vendre davantage du côté de l'Alberta, qui a annoncé cette semaine taxer les véhicules électriques qui seront immatriculés en Alberta. Non seulement il n'y a pas d'incitatif, mais on taxe 200 $ par année maintenant. En fait, je te corrige. Il y a un incitatif du fédéral. Mais le provincial, il n'y en a pas. Fait que toi, tu es un Albertain. Oui, bonjour, j'aimerais m'acheter une Volkswagen ID4. Parfait. Vous voulez acheter une Volkswagen ID4, c'est pas un bon exemple parce que là-bas, ils n'en vendent pas. Un Mustang Mach-E. OK? Tu veux t'acheter un Mustang Mach-E? Ben, le Canada va te donner 5 000 de crédit, mais l'Alberta va te charger 200 $ par année pour que tu puisses rouler avec. Pourquoi on justifie cette taxe de 200 $ là? Ben, on dit que les véhicules
électriques sont plus lourds que la moyenne des véhicules à essence et que ça abîme davantage les routes. Hey, en Alberta, tout le monde roule des F350 Super Duty. Je suis désolé, là, mais c'est un peu plus lourd ça qu'une Tesla Model 3. C'est pour l'autre excuse, c'est de dire on va justement pallier aux taxes payées sur l'essence. Mais quand tu vois les sommes qu'ils vont récupérer à la fin de l'année, c'est tellement dérisoire. Tu te dis, 1 million, je pense, en 2025. Et dans 3 ans, ils parlent de 8 millions. Tu te dis, c'est... Honnêtement, je pense que la raison la plus simple, c'est on va faire chier les acheteurs de véhicules électriques. Oui, c'est un pied de nez. C'est vraiment parce que c'est du lobbyisme. L'argent qu'ils vont récupérer à la fin, juste de collecter ça, de mettre les impôts en place, ils feront pas. C'est du lobbyisme, mais non, mais c'est du lobbyisme. On fait du pétrole là-bas. Ouais. Ben oui, c'est évident là. Alors, mais je trouve que ça arrive à un moment intéressant, cette situation-là, parce que le 200$ est insignifiant aussi. Tu sais, c'est pas 1500$, là, c'est 200. Non, mais regarde, on commence à 200. Ça arrive à un moment où est-ce qu'on met des objectifs aux constructeurs par année pour vendre des véhicules électriques au Canada. Ça arrive surtout à un moment où, oui, Québec et le BC disent, nous, là, 2035, il n'y a plus de voitures à essence. La Californie fait pareil. Le Canada vient de se commettre. Et là, t'as l'Alberta qui fait « Ouais, mais nous autres, on va taxer. » Puis t'as l'industrie automobile qui fait « Hey, là, les électriques, calmez-vous les nerfs. Nous autres, on lance une Dodge Charger électrique parce qu'il faut un modèle à essence aussi pour ceux qui veulent l'avoir. » C'est ça. Fait que le libre choix, c'est la nouvelle... c'est vraiment la nouvelle formule. Tu te souviens, on a parlé récemment de mon entrevue avec Frank Weber chez BMW. Les gens de Chrysler l'ont dit aussi. Les gens de Toyota l'ont dit aussi. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années? Moi, je pense qu'on va avoir un ajustement. Les gouvernements n'auront pas le choix que de slacker, si tu me permets l'expression, sur les crédits gouvernementaux. Parce que, imagine-toi comment ça coûte. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Puis tu veux forcer une économie, mais en même temps, il arrive des situations comme il est arrivé avec le Mach-E, avec les voitures Tesla. C'est-à-dire que tu as un gars qui a payé 100 000 pour une Tesla il y a 2 ans, qui en vaut 45 aujourd'hui parce que Tesla a baissé le prix de 40 000 Puis Ford a fait pareil. Puis ça, c'est sans compter que les cours sont pleines aujourd'hui alors qu'il n'y avait pas une voiture de disponible à pareille date l'année passée. Une économie automobile artificielle causé par des crédits gouvernementaux qui varient d'un endroit à l'autre en plus, ça donne un bordel comme celui-là. Le jour où il n'y a plus de crédit, là, tu viens de me donner la juste valeur du marché. T'as le vrai playing field. Exactement. Tu voulais nous parler du Rivian R2. Oui. Et là, il faut être honnête, au moment d'enregistrer, le véhicule n'est pas encore officiellement dévoilé. C'est sur le point. C'est sur le point. C'est sur le point. On est jeudi, là. On est mercredi, je suis un peu mêlé. On est mercredi et la voiture est dévoilée demain. C'est ça, exactement. Alors, au moment où vous l'écoutez, on est samedi. Mais on a reçu quelques spécifications. On sait essentiellement de quoi il en retourne. Alors, on en parle tout de suite. Rivian, évidemment, qui a vendu quand même jusqu'à maintenant plus de 85 000 véhicules en Amérique du Nord jusqu'à maintenant. Donc, on peut, je pense, mentionner que ce n'est pas une bénerie, là. Non. Mais ça commence à être sérieux. Ils perdent encore énormément d'argent sur chaque véhicule qu'ils font. C'est très difficile. Les objectifs sont plus hauts que jamais. Mais Tesla perdait de l'argent avec des modèles S puis des modèles X. C'est quand la 3 est arrivée que ça a commencé à être... Alors, le R2, c'est l'équivalent de la 3 ou du Y pour Tesla. Oui, c'est ça. Le catalogue est petit chez Rivian. On a le R1T, qui est la camionnette, R1S, qui est le gros utilitaire. Puis là, le R2 se veut un utilitaire intermédiaire, là, si on veut. Il est un petit peu plus gros qu'un Jeep Wrangler, à peu près 19 pouces, c'est pas mal plus long, là, mais en hauteur, 4 pouces environ au toit, puis je pense que c'est 1 pouce un peu plus haut de garde au sol. Fait que ça vous donne un peu une idée qu'est-ce que le R2 va ressembler comme utilitaire. On parle ici, on a des estimations pour l'autonomie à 551 km. On sait chez Rivian, on utilise des grosses batteries. Si on regarde le R1S, par exemple, on a un choix de 3 grosses batteries pareilles, beaucoup de puissance, beaucoup d'autonomie. 130 ou 180. C'est énorme, là, c'est
beaucoup de matériaux. Là, c'est quand même très pesant. Il n'y a personne qui prend la 180. Il n'y a personne. C'est quad moteur, là. C'est 4 moteurs dans ce véhicule-là. En fait, non. C'est-à-dire que si tu prends la batterie de 180 kWh, tu ne peux pas avoir le quad motor. C'est dual motor. C'est dual motor pour la... OK. Tu sais, 180 kWh de batterie là-dedans. C'est gigantesque. Tu as littéralement coulé une slab de béton dans le fond de ton véhicule. C'est ça. C'est ça. Fait qu'on ne sait pas quel bloc batterie va être utilisé pour le R2. On assume que ça va être plus petit parce que évidemment, on veut faire un véhicule qui est plus accessible pour augmenter la production, pour faire plus de véhicules, pour s'approcher de la profitabilité. On a un prix estimé du côté des États-Unis de 47 500 US. Au taux de change, en ce moment, ça donne 64 000 canadiens. Oh. Donc... et laisse-moi deviner, il va se vendre à compter de 59 990 canadiens. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. À qui qu'on hein? Comme parle, c'est le cas du Q4, du Mini Cooper Countryman, du Volvo XC40 Recharge. Ils sont tous à 59 990. Pourquoi? Bonne question. C'est ça. Hein, c'est ça. Va falloir investiguer. Hein. Ça sent une raison de crédits gouvernementaux, mais je ne saurais me commettre. Ouais. Camionnette électrique chez Nissan par l'entremise de Fisker. Oui. Alors que Fisker... ça va moyen bien, là. C'est comme un... Ils ont commencé à livrer des véhicules au Québec. J'ai croisé un véhicule Ocean, à Boucherville. Ouais. J'ai croisé un Fisker Ocean à Boucherville la semaine passée. Belle curiosité, mais il faut que tu ailles quand même du guts pour aller acheter ça. Je sais que ça roule déjà aux États-Unis, mais c'est un peu comme les VinFast. C'est tout encore en développement sur la route. Là. Qui sort tu avec payes ça, la recherche et le développement, là, comme on avait parlé la dernière fois. Il faut mentionner que ça, c'est des rumeurs. Vous pouvez le voir sur le site. Les deux constructeurs n'ont pas confirmé ni infirmé cette information-là. Par contre, les deux constructeurs se cherchent quand même de l'outillage, des produits pour être capables d'offrir dans ce segment-là. Puis une petite camionnette électrique, bon, en ce moment, c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant pour ces deux constructeurs-là. Surtout que Fisker n'a pas de produit. Puis chez Nissan, on traîne de la patte aussi. Là, ils ont développé l'Alaska, qui était le petit pick-up qu'ils allaient sortir, mais qui finalement va être reporté au calendrier grec parce qu'ils n'ont plus les moyens de le lancer. Ouais. Et le développement, il est fait. Donc, si Nissan, tout d'un coup, arrive et dit, nous, on récupère ça, là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais tu parlais de recherche et développement tantôt. Oui, on paye pour ça. Et ça a été le cas de ceux qui ont payé pour énormément de recherche et de développement pour un véhicule qui n'était pas abouti. Le Pontiac Aztek, on en parle après la pause. Le guide de l'auto. Tu sais, Hugues, que dans le cadre de mon émission Rouler au suivant, on a remis en condition un Pontiac Aztek jaune avec le cooler et la tente. Nice. Avec le système Versatrack à 4 roues motrices. Incroyable. Qui est je vais le dire comme ça parce que ça fonctionne, là. C'est le plus pire système de rouage intégral que j'ai essayé de ma vie. Oui. T'as le temps de faire un show de boucan avec les roues avant qu'il y ait un peu de puissance qui s'en aille à l'arrière. Et quand ça finit par arriver là, dang, le coup que ça donne dans le différentiel, tu te dis, c'est incroyable. Cela étant dit, tu nous parles aujourd'hui du Pontiac Aztek, qui est ton sujet du jour. Et je suis tout oui, mon cher. Eh bien oui, en fait, la question, c'est comment rater un véhicule? Eh bien, le Pontiac Aztek, c'est vraiment un cas d'école. C'est pas le résultat juste d'une seule cause, mais vraiment d'une culture d'entreprise guidée par l'aveuglement et d'une succession de mauvaises décisions. Ouais. Oh, ouais. Mais le développement de l'Aztek a quand même commencé dans une ère où on savait que les VUS s'en venaient de plus en plus populaires, là. Fait qu'il y avait quand même une envie de se diriger là. Oui, ça partait bien parce que au milieu des années 90, le marché des VUS est en pleine expansion. Pontiac n'avait, corrige-moi si je me trompe, mais n'avait jamais vendu de VUS jusque-là. Non. C'était vraiment le premier. Ouais. Alors GMC, Chevrolet en avait eu avec les Blazers, mais chez Pontiac, ça n'avait pas existé. C'est ça. Okay. Et en fait, on commence à voir apparaître des modèles construits sur des châssis monocoques comme le RAV4, le CR-V ou le Forester un petit peu plus tard. Mais l'essentiel de l'offre repose encore sur des châssis séparés. Un camion, c'est un camion. Un Blazer, un Jimmy, par exemple. Voilà, et on va en reparler justement. Et au studio Advanced Concept Center à Thousand Oaks,
en Californie, les designers étudient des véhicules polyvalents destinés au plein air. Ouais. Son directeur, Tom Peters, demande à son équipe de créer un véhicule issu, alors ça c'est intéressant, du mélange d'une Camaro et d'un Blazer. Enfin, c'est spécial. Tu parlais tantôt d'enfumer du bon. Ouais, c'est pas mal non plus. Ouais. Et le projet initial est baptisé Bear Claw, griffe d'ours, et repose sur un châssis, justement, comme tu en parlais, un châssis de série S, comme le Chevrolet Blazer. On peut trouver un des premiers dessins réalisés par Bridget O'Kane, et on voit un véhicule aux lignes acérées, avec un toit relativement bas et une garde au sol plutôt haute. OK. Et ce qui est logique. Voilà, et ça a plutôt de la gueule. Bon, mais qu'est-ce qui fait que le projet va finalement aboutir, va aller de l'avant? Eh ben en fait, à ce moment-là, GM n'est plus le leader incontesté du marché nord-américain et a besoin de redorer son image. Son PDG, Rick Wagoner, a déclaré que 40% des nouveaux modèles de GM devaient être innovants, sans que personne ne sache ce que ça veut dire. Ouais, c'est ça. Et voilà. Et le projet Bear Claw arrive à ce moment-là et semble être un bon candidat. Et donc, ça va aller de l'avant, mais il faut savoir qu'à la fin des années 90, le développement des nouveaux véhicules chez GM, c'est un cirque complet. On est dans les pires années du brand management. Ouais. Le marketing d'un véhicule est au moins aussi important que le véhicule en lui-même, un peu comme des paquets de lessive. Ouais, et on a une multiplication de marques là, encore. Là. On a énormément de marques sur le marché. Ce qu'on ne sait plus quoi faire avec. Saturn ne va pas bien. On a encore Géo sous le giron. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Et les nouveaux modèles doivent remplir des longues listes de critères arbitraires dont finalement peu sont au bénéfice de clients. Et dans tout ça, les designers, ils n'ont plus aucun pouvoir. Ils sont là pour donner une peau à l'auto et c'est tout. Mais le problème, c'est que on est chez General Motors, on n'est pas chez Procter & Gamble. Ouais, c'est ça. Évidemment, il y a une succession de mauvaises décisions qui ont été prises, mais je pense que la première mauvaise décision, c'est d'aller chercher la structure d'une fourgonnette qu'on vendait depuis déjà quelques années. Là. Essentiellement, un Pontiac Aztek, c'est la même chose qu'une Pontiac Montana. C'est ça. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est que pour le... Slash Chevrolet Venture, slash Buick, ils avaient des modèles Terraza, Saturn Relay, bref, variation sur un même thème. Exactement. Parce qu'en fait, pour que le projet soit rentable, il faut utiliser une plateforme existante. Et c'est pour ça qu'ils décident d'utiliser la plateforme des mini-fourgonnettes, baptisée GMT 200, à la place du châssis de séparé des Blazer Série S. Et là, ça a une conséquence de modifier totalement les proportions du véhicule. La garde au sol est plus basse, la ceinture de caisse et le toit sont rehaussés, les arches de roue sont plus petites et le tableau de bord est poussé vers l'avant. Donc là, les lignes de Bear Claw qui avaient de l'allure au départ ne rentrent plus du tout dans ce nouveau module, mais c'est pas grave, le développement continue et le projet avance à marche forcée. Le responsable du développement du produit était Don Ackworth, un type à l'ancienne qui gérait son équipe par la terreur. Et Bob Lutz raconte dans un article, effectivement, qu'il a écrit pour Road & Track que Don Ackworth aurait déclaré « Nous avons tous décidé que l'Aztek serait un gagnant. Il va étonner le monde. Je ne veux aucun commentaire négatif sur ce véhicule. Aucun. Quiconque a de mauvaises opinions à son sujet, je le veux hors de l'équipe. » Donc là, ça met un petit peu l'ambiance. Ouais. Et là, ça continue. Parce qu'il y a des tests cliniques qui sont faits avec le véhicule. Et là, c'est une catastrophe. À plusieurs reprises, le véhicule finit bon dernier dans tous les tests cliniques. Mais chez GM, on y croit quand même. On ignore l'avis de la clientèle. Et puis, on continue parce que le projet clique justement tous les critères internes qu'on avait décrétés. Et donc, ça va. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y connaît, le public, hein? Effectivement, mais on est en même temps un peu avant-gardiste dans la formule qu'on présente parce que à cette époque-là, les constructeurs américains, comme tu l'as dit, ont encore des VUS traditionnels. Même les Japonais, tu regardes un Pathfinder, un Forerunner, c'est très traditionnel comme approche. Alors là, d'arriver avec un véhicule monocoque qui va offrir un confort ou du moins une conduite qui n'a rien à voir avec le VUS traditionnel qu'on connaît, c'est audacieux. Mais écoute, faut parler du dévoilement officiel du véhicule quand ça a été présenté à Détroit. J'y étais.
j'ai un souvenir très clair de ça. T'entendais les mouches voler dans le Cobo Center à Détroit. Oui. C'est incroyable, ça. Oui, j'ai aucun doute. En fait, le dévoilement, il s'est fait en 2 fois. Ben, il y a eu le concept. Il y a eu le concept en janvier 99. Ouais. Là, l'accueil est un peu mitigé. On voit le potentiel du véhicule, mais les lignes ne font pas l'unanimité. Mais en fait, le concept est pas si mal. L'année d'après, janvier 2000, comme tu le dis, tu y étais. Et là, Pontiac présente la version finale. Et comme tu le dis, c'est le choc. Personne ne comprend rien. On ne retrouve pas les proportions du concept présenté un an avant. Le plastique est omniprésent. La calandre est abarabiscotée. On a l'impression que le haut n'a pas été dessiné en même temps que le bas et que l'avant n'a pas été dessiné en même temps que l'arrière. Ou par la même équipe. Exactement. Ouais. Et en fait, tout le monde se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui. Ah, c'est vraiment... Et je me souviens, le véhicule est sur la plateforme. Il tourne sur une plateforme 360 degrés. Le type est habillé un peu plein air avec des bottes, des salopettes. Je crois qu'il y a des vidéos sur YouTube. Ah ben oui, il y a des vidéos. C'est hallucinant. Et là, on te montre les fonctionnalités avec le cooler, avec la tente, avec à quel point c'est polyvalent. Et tu peux faire du tailgating avec ça. C'est incroyable. C'est exactement ça. Parce qu'il y a quand même plein de bonnes idées. Ben oui. Pour moi, là, la Steck, c'est un peu comme la Dodge Caliber qui a été lancée plusieurs années après. Oui. C'est un paquet de bonnes idées mal exécutées. Exactement. C'est littéralement ça. Parce que justement, la Steck propose quelques aspects originaux, innovants pour rester dans le langage de GM. Il faut être précis. Donc, il y a une console centrale qui est une glacière amovible. Il y a des sacs fourre-tout placés dans les portes avant. La banquette arrière peut être enlevée, qui donne quand même un gros volume de chargement. On peut même installer des panneaux de contreplaqué. Mais alors dans le coffre, là, c'est fabuleux. Le haillon s'ouvre en 2 parties. On peut s'asseoir sur la partie du bas et il y a des portes gobelets intégrées, donc on peut chiller tranquillement. Système audio, j'y venais. Le système audio possède des commandes supplémentaires dans le coffre pour faire le party. Il y a un plateau coulissant optionnel qui permet de charger jusqu'à 180 kg sans effort. Le véhicule qu'on a restauré l'avait, avec des plateaux qui se déplient, à l'intérieur desquels tu as d'autres espaces de rangement. Tu sais, il y avait plein de bonnes idées. C'est ça, là. Exactement. Ce plateau-là, juste en lui-même, déjà, c'était super. Ouais. Et puis, effectivement, comme tu l'as mentionné, il y avait l'ensemble camping optionnel, avec une tente qu'on installe sur le haillon arrière une fois ouvert, et un sac de couchage gonflable sur mesure. Mais évidemment, comme tu l'as dit, bonnes idées mal exécutées, dans la plus pure tradition de GM. C'est infernal. Les plastiques intérieurs sont indigents. En fait, les comptables sont arrivés ont fait, OK, on coupe dans qualité, si bien que là, ça n'avait pas de bon sens. Le V6 est relativement puissant. Il fait 185 chevaux, mais il manque cruellement de raffinement, comme la boîte de vitesse. Le rouage intégral, tu l'as dit, n'est pas performant. C'est ce qu'on appelle en anglais un too-late drive. Parce que vraiment, et lui, effectivement, il a la réputation d'être un des pires. Ouais. Et en fait, on se dit, mais en plus, cette transmission intégrale va être offerte plus tard. Donc, elle va être lancée plus tard. Donc, pour qui a un véhicule de plein air, c'est pas terrible. Et puis, la tenue de route, c'est celle d'une mini-fourgonnette. La capacité aux routes sont pas géniales. Bref, ça se conduit littéralement comme la fourgonnette Montana. Là. Mais finalement, on est quand même rendu au produit final assez loin des intentions initiales. Oui, c'est ça. Et je me souviens que la première année, les chiffres de vente ont été catastrophiques. Ils n'ont pas vendu ce qu'ils voulaient vendre, mais ils ont quand même persisté. C'est-à-dire qu'ils ont, au fil des années, tenté de raffiner le produit pour aller finalement chercher la clientèle qu'ils n'avaient pas réussi à obtenir en corrigeant certains éléments qui avaient été critiqués initialement. Exactement. En fait, au lancement, Pontiac estime vendre 75 000 véhicules par année aux États-Unis. Super campagne de publicité, mais l'accueil est glacial. Déjà, personne n'aime vraiment l'esthétique. En plus, il est cher. Il est relativement cher. Et il n'est offert au Canada qu'en version GT à 33 845 $. Le démarrage est affreux. C'est la panique chez GM. Ils annoncent un restylage 6 mois après le lancement d'un véhicule, ce qui est pratiquement jamais arrivé, et puis des campagnes de financement de cash sur le capot.
Et tout de suite, l'année d'après, il n'y a plus de cladding gris sur les côtés. Le véhicule est monotone. On revient à du plastique couleur carrosserie. Il y a un petit aileron qui est ajouté. Au Canada, ils essayent de rattraper le coup en introduisant une version d'entrée de gamme. Et après, il n'y aura que très, très, très peu d'évolution jusqu'à la fin du véhicule en 2005. Et au total, Pontiac n'aura écoulé qu'un peu moins de 120 000 exemplaires aux États-Unis en 5 ans. On est loin des 75 000 par année. Et c'est intéressant parce que ce produit-là a été lancé en même temps qu'un véhicule clone qui était le Buick Rendez-vous, et honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé qu'un Rendez-vous, c'était aussi laid qu'un Aztek dans ses proportions. Pas forcément, non. Les lignes avant étaient peut-être un peu plus fluides, mais je veux dire, les proportions étaient un peu disgracieuses. Et ça a connu du succès. Comme quoi... Vite de même, dans mon souvenir, il s'est vendu 3 fois plus. Oui, c'est ça. Puis c'était plus cher. Et il était plus cher, mais il avait l'air moins bizarre. Il faisait... Je sais pas. Et puis la finition intérieure était quand même un peu meilleure aussi. Elle n'était pas meilleure, elle était moins pire. Excuse-moi. Utilise des bons termes. Pardon. Mais évidemment que l'Aztek, comme tu l'as dit tantôt, c'est un véhicule, on en parle 25 ans plus tard, parce que c'est un véhicule qui a fait école, dont on parle encore aujourd'hui, qui coche toutes les cases des erreurs qu'on peut faire en recherche, développement, marketing. Et c'est un fiasco de A à Z. Et pourtant, aujourd'hui, un Aztek, c'est une drôle de curiosité. On aime ça en parler parce que, justement, mais à quoi ils ont pensé? Quand tu vois ça 25 ans plus tard, tu te dis à quoi ils ont pensé? Moi, j'ai restauré un véhicule comme celui-là à rouleau suivant parce que, justement, tout le monde m'en parlait. Il était jaune. Il y avait tout ce que tu trouvais de plus laid sur un Aztek, là. Littéralement. Là. Puis c'était le modèle GT le plus équipé avec les mémoires de siège de système Monsoon. Donc là, il commençait à valoir un sérieux paquet d'argent, là. Pas à valoir, à coûter. Oui, parce que ça valait pas grand-chose. Bon, morale de l'histoire. La morale de l'histoire, quand on pense à GM, c'est d'éviter de pratiquer l'autosuggestion et de croire à la réussite de son projet coûte que coûte, puis d'écouter un petit peu sa clientèle cible. Le designer en chef du véhicule, Tom Peters, a déclaré « Il faut rester proche de sa vision, c'est fondamental. Si je devais refaire l'Aztek, je garderais la plateforme séparée et les proportions et les capacités qui vont avec. » Heureusement, Tom Peters ne sera pas reconnu que pour ça, puisqu'il a été quand même impliqué dans le design des Corvettes C6, C7 et C8. Ouais. Et il y a un petit épilogue positif à toute cette bérésina. Grâce à ça, GM a embauché Bob Lutz, qui est un ancien de chez Ford, chez Chrysler. C'est la conséquence directe. À cause de l'échec de l'Aztek, Rick Wagoner est allé voir Bob Lutz et lui a dit « Ok, est-ce que tu peux nous aider ?» Et il y a une petite anecdote qui résume bien la confusion chez GM à l'époque. Ouais. En arrivant en poste, Lutz a découvert que Buick était sur le point de commercialiser une voiture destinée aux personnes âgées où tous les boutons physiques avaient été remplacés par des commandes vocales. Il n'y avait plus de boutons physiques à l'intérieur. Et là, on est en 2004-5. Même pas 2001-2. OK. Et quand on connaît la fiabilité des commandes vocales à l'époque, on se dit que là, il y avait un autre désastre potentiel qui s'en venait. Heureusement, Lutz a arrêté le programme immédiatement. Que même la personne de OnStar ne comprenait pas ce que tu Exactement. Et au moins, le programme a été arrêté à temps. C'était déjà ça de gagner. C'était réglé. Alors, merci Hugues pour cette chronique et très, très hâte de revoir un Aztek pour le regarder sur un autre œil. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bilan des constructeurs, les gars, on va parler de Mazda aujourd'hui parce que on a l'impression de plus en plus que Mazda se peinture un peu dans le coin. On a tenté une approche avec un véhicule électrique, le MX-30. Ouf. Si tu penses qu'ici, on en rit, imagine-toi les Américains. Ouais. Ils ont tellement trouvé ce véhicule-là ridicule qu'ils ont dit là, les concessionnaires ont fait arrêtez de nous niaiser, débarrassez-nous de ça, on n'en veut pas, si bien qu'ils n'en vendent déjà plus. C'est comment tu appelles ça, un véhicule de conformité? Oui, un véhicule de conformité. Ça rentre dans la catégorie des véhicules. Mais les concessionnaires ne veulent pas être conformes. Ils ne veulent pas être pris avec du bois mort comme ça. Aux États-Unis, tu as des distances à faire, puis tu as de la misère à te rendre au dépanneur avec ça. Fait que, tu sais, un MX-30, si c'était pas un véhicule puis
ultra compact, pas d'espace, pas de 4 roues motrices. Bref, ça marche pas dans la philosophie des Américains. Pourtant, c'est un véhicule qui a un beau design. Oui, puis qui se conduit bien. Là. C'est pas désagréable à conduire. Je veux dire, on parlait de mauvaises idées avec la STEC. Là. Il y en a une multitude de mauvaises décisions. Mais chez nous, au Québec, c'est l'endroit en Amérique du Nord où de loin, de très, 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 très loin, le MX-30 se vend le plus. On nous disait toujours, quand ce véhicule-là est sorti, qu'il était vendu parce que les gens qui l'achètent ont un deuxième véhicule. C'était un peu ça qu'on disait chez Mazda. Ouais. C'est toujours pour quelqu'un qui a un deuxième véhicule, mais à un moment donné, l'électrification, on le fait ou on le fait pas. Là. Mais tu sais, juste pour donner une idée aux gens, il s'est vendu l'an dernier au Québec 478 MX-30 livrables immédiatement. Et on mettait des rabais dessus. Il y avait des promos. Tu sais, un véhicule électrique à rabais l'année passée, ça se voyait pas. Là. On en a vendu quand même presque 500 copies. C'est évidemment 8-9 fois moins que des Chevrolet Bolt, là, évidemment. Bon, à l'échelle canadienne. Disons 6 fois moins au Québec que des c'est même... Mes mathématiques sont pas bonnes, excusez-moi, là, mais il s'est vendu quoi? Beaucoup moins. Il s'est vendu quoi? 5-6 000 Bolt au Québec l'année passée. Il n'y a pas photo. Donc, c'est ça. Ça se compare même pas. Ouais. Et là, Mazda a décidé de le conserver sur le marché. Et tu regardes sur le marché d'occasion, un MX-30 2022 qui a 15, 18, 20 000 km, ça se vend aujourd'hui à peine 20 000, 19 000, 20 000. Et là, on veut t'en vendre un neuf à 31, 32 000 en incluant les crédits gouvernementaux. Là. Alors, pourquoi tu irais payer pour ça quand tu peux en avoir un usager aux 2/3 du prix qui est pratiquement neuf? C'est le véhicule électrique qui déprécie le plus avec, à l'autre bout du spectre, probablement un Mercedes EQS. En termes d'argent, il déprécie d'un MX-30 par mois. Là. MX-30, c'est la taxe de luxe de l'EQS, mais bref, tout ça pour dire que c'est quand même... C'est un solide échec commercial, mais Mazda, quand même, est quand même allé récupérer des ventes avec ses VUS. On connaît un peu de succès avec le CX-50, beaucoup de succès avec le CX-90 qui est arrivé tout récemment. Alors ça, c'est une belle surprise pour Mazda. Oui, puis il renouvelle Mazda dans les motorisations parce que jusqu'à maintenant, le succès de Mazda, c'était au niveau performance, c'était des vieux moteurs qui étaient plus performants que leurs rivaux, mais quand même très énergivores. C'était pas des moteurs qui étaient très efficaces. De toute façon, fait qu'avec le CX-90 qui se débrouille bien comme ça avec une nouvelle motorisation, c'est bon. Mais le CX-5 demeure encore le produit populaire chez Mazda. On le vend, écoute, pas beaucoup plus cher qu'un CX-30. Il y a des promotions en ce moment. Les gens aiment le format. C'est pas trop gros. Ceux qui veulent avoir plus volumineux vont aller au CX-50, mais étonnamment, le CX-50 se vend beaucoup moins que le CX-5 et l'écart de prix n'est pas si grand. Alors, c'est intéressant de constater que Mazda conserve une niche intéressante avec le CX-5. Puis le CX-50, pour moi, c'est un rival direct d'une Outback. Là. On est rendu là. Puis la Mazda 3, qui est en creux de vague, tu vois, ça revient un peu. Même si on a éliminé des versions, même si c'est surtout des modèles plus équipés qui se revendent, on a vendu un bon 10 000 unités l'année passée au Canada. Les clientèles fidèles là, chez Mazda. Clientèle fidèle. Puis bon, évidemment, c'est à peu près 35% de ces ventes-là qui se sont faites au Québec avec la Mazda 3. C'est sûr que la Mazda 3 n'a plus le succès qu'elle a déjà connu. Là. Ça a déjà été la voiture la plus vendue au Québec, puis on est loin de là maintenant. Mais Mazda est quand même un constructeur qui doit se renouveler. Là, le CX-90, c'est la première bonne nouvelle depuis un sacré bout de temps. Et on nous a dévoilé, on en a parlé il y a quelques semaines, un CX-70 qui est une joke. Là, qui est un CX-90. En fait, qui est un excellent véhicule parce que c'est un CX-90, mais pourquoi? Alors, j'ai l'impression que ça ne connaîtra pas de succès, alors que le CX-90, lui, va bien se vendre. Et il faut s'attendre, évidemment, au renouvellement prochain de la Mazda 3. On sait que la MX-5 va être refaite partiellement. Ça, j'ai très, très hâte de voir ça aussi. Mais il va falloir que Mazda, évidemment, continue de demeurer dans
dans la loupe. Puis je pense que le produit... Et d'innover aussi. Là, on parle, Mazda nous présente toutes sortes de petites innovations au Salon de Tokyo, par exemple, avec les moteurs générateurs rotatifs, qui est quelque chose qui est dans les plans depuis tellement longtemps. Oula. Mais là, on le ressort. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Comment que ça va se traduire dans le marché nord-américain? Mazda, c'est quand même un constructeur encore autonome, là. Ben, c'est ça. Il n'y a pas de technologie à aller chercher. Pour faire face aux investissements qui s'en viennent, Stellantis, c'était ça. Peugeot était d'un côté et puis ils investissaient massivement dans l'électrique. Fiat avait de la difficulté. Il disait, avec l'électrique et la conduite autonome qui s'en vient, on ne pourra pas faire tout seul. Et Peugeot et Fiat qui mergent pour devenir Stellantis, c'était ça la raison, parce qu'eux, ils voyaient les dizaines de milliards qu'il fallait faire en termes d'investissement sur les 10, 15, 20 ans à venir. Ils ont dit, on n'y arrivera pas. Alors j'ai quand même un petit peu des questions qui concernent un constructeur de la taille de Mazda. Ils sont seuls. Puis Mazda, il fut une époque où, évidemment, on était associé avec Ford, on avait des bon. Mais aujourd'hui, on est pas mal seul. Oui, il y a des petits trucs qui se passent avec Toyota, mais on est un petit constructeur. Puis ici, au Québec, on n'a pas encore cette impression-là d'un petit constructeur, parce que Mazda a toujours été très fort chez nous. Très populaire. Mais aux États-Unis, il y a des trous. Il y a des trous de marché. Là. Il y a des États où Mazda, ça ne se vend pas. Tu sais, c'est littéralement ça. Alors, on doit travailler très fort pour faire ressortir Mazda, qui veut, évidemment, niveler vers le haut, aller chercher une clientèle un peu plus premium comme tout le monde. On a réussi un peu à le faire avec des versions signature au fil des dernières années. Un produit qui est très bien assemblé puis digne d'une voiture de luxe. CX-90, on va voir dans les prochains, disons, 2 ans, quelle est la réponse, quelle est la proportion de vente essence versus PHEV, tout ça. Mais il va falloir rapidement passer à l'étape supérieure, parce qu'on ne peut pas juste se baser sur un VUS à 3 rangées de sièges, puis on ne peut pas juste penser qu'en enlevant une rangée de sièges dans un VUS à 3 rangées de sièges, on va faire un tout nouveau produit. Là. Ça marche pas. Jackpot. Alors, voilà pour Mazda. On va parler de ton rutilant Volkswagen ID4 totalement redessiné. Alors, pourquoi on a fait un événement pour le ID4? Parce qu'on a un nouvel écran puis 15 km d'autonomie de plus? On reprochait à ce véhicule-là certains bobos. Je peux te dire que il y a certains bobos qui ont été réglés, d'autres non. Hein. L'ID4, là, c'est pas digne de Volkswagen en termes de conduite. Là. On s'attend pas à quelque chose de très extraordinaire sur la route. Par contre, c'est un véhicule à vocation un peu plus familiale. Donc, c'est correct. La conduite n'a pas changé. C'est le même véhicule. Qu'est-ce qui a changé? Les 2 blocs batterie sont toujours offerts. On se répète un petit peu, là, mais 62 kWh et 82 kWh. Les seuls modèles qui ont changé, c'est les 82 kWh. Tous les autres, les modèles de base restent les mêmes. Puis dans le 82 kWh, on a donné un nouveau moteur sur l'essieu arrière pour faire un peu plus de puissance, un peu plus d'autonomie. Pour le modèle propulsé, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on reprochait à l'ID4? C'était pas son manque d'espace, son confort à l'intérieur, parce que c'est un véhicule qui est quand même logeable. Il n'y a pas de problème avec ça. C'était son écran d'infodivertissement. C'était ça qui était, je pense, une des affaires qui était le pire. Et puis, certains petits rappels et bobos qu'il y a eu dans son déploiement là, qu'on n'a pas besoin de rappeler. On lui reprochait aussi que quand un consommateur commandait un ID4 bleu foncé avec l'ensemble Pro et les 4 roues motrices, il en recevait un jaune à pois vert 2 roues motrices avec une radio AM. Le système et pas de thermopompe. Et pas de thermopompe. Le système de commande était une vraie joke. Là. Les vendeurs s'arrachaient les cheveux de sa tête. Mais là, il y en a plein des 2023, par exemple. Je suis allé voir, là, il y en a en masse. Il y en a plein l'éco. On peut trouver la couleur. 2,9% de 2,99, c'est ça. Avec un 1500$ de cash qui vient avec. Oui, puis on va te le remplir d'énergie, là, parce que je m'en ai dit, on va te le remplir de gaz, mais non, ça se peut pas. On va te donner un plein de... Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. En gros, ce nouvel écran-là, moi, j'aimais pas le système d'infodivertissement. C'était très difficile, puis quasiment dangereux là, pour essayer de l'opérer. Le nouvel écran de 12,9 pouces, on a fait des améliorations dans les menus. C'est pas parfait. Par contre, les commandes de la ventilation qui disparaissaient, elles disparaissent plus, elles sont encore là. C'est une bonne idée. Et puis, les commandes à effleurement dans le bas qui n'étaient pas illuminées la nuit, donc avec une bande qui disparaît et des commandes manuelles qui sont pas illuminées. C'était comme le peu catastrophique la nuit pour gérer la ventilation. Donc ça a été réglé. Puis, la puissance, on la sent, évidemment. Hein, c'est un moteur électrique qui est plus puissant, donc ça, il n'y a pas de problème là. Mais autrement, c'est pas mal la même affaire.
Et c'est toujours fabriqué à Chattanooga, au Tennessee. Yes. Pas loin de l'usine de Jack Daniels. Ouais. Bon, exactement. Moi, de mon côté, je suis allé conduire la Tesla Model 3 Highland. Yes. Alors, nouvelle génération qui arrive là, ces jours-ci chez les centres de service Tesla, parce qu'on ne peut pas dire concessionnaire. Bon, retouche esthétique, c'est correct. Là. On réinvente pas le bouton en 4 trous. Là. Ils ont redessiné la partie avant. Les blocs optiques avant sont changés, puis c'est à peu près ça. Là. Ce qu'ils ont changé de bien, esthétiquement, ça paraît pas. Les portières, tu sais que les portières de Tesla sont sans cadre de fenestration. Mm-hmm. Et quand tu fermes une portière de Tesla Model 3 fabriquée jusqu'à tout récemment, ça fait que tellement c'est lâche puis ça a l'air bon marché. Ouais. Là, tu fermes une porte de 2024, poum. C'est impeccable. Ils ont 3 points d'ancrage dans les portières. Ils ont refait toute la structure des portières pour que ce soit plus solide, mais esthétiquement, tu n'y vois que du feu. Et bon, la partie arrière, quelques retouches esthétiques aussi. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils m'ont dit, oui, on a un nouveau rouge et un nouveau gris. Le rouge et le gris sont quasi identiques à ce qu'on avait avant. Et on a toujours 5 couleurs existantes, soit le rouge, le bleu, le blanc, le gris, le noir. Ben, ils peuvent pas se lancer dans des trucs extravagants pour la carrosserie parce que déjà, là, c'est déjà assez dur de peinturer ces véhicules-là puis que la peinture elle tienne. Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est l'autre affaire. Mais bon, qualité d'assemblage, moi, c'est ce que je retiens. Ils ont énormément amélioré ça. Mais ça, c'est cool. Plus de bruit de caisse, t'as plus de craquement. Ça se conduit super bien. Ouais. Bon, il n'y a plus de levier d'essuie-glace ni de levier de clignotant. Il n'y a plus de levier pour mettre le véhicule en drive. Tu veux mettre le véhicule en drive ou reculer, c'est à travers l'écran. Ou tu peux aller au sommet de ton rétroviseur et là vont apparaître des lettres P, D, R, nanana. Ouais. Et là, tu peux mettre ça, mais c'est pas intuitif, ça marche pas. Là. Alors, ça me rappelle l'ergonomie des chars italiens dans les années 80. Non, mais c'est ça. Un vaisseau spatial. Oh là là, non. Alors tu sais, d'être obligé de passer par l'écran pour activer tes essuie-glaces, oui, tu peux le faire via le volant, mais ça marche, pas très bien. Les clignotants, c'est sur le volant aussi. Mais pas façon Ferrari où ça tombe parfaitement dans la main. Faut que tu te déplaces. Ça marche pas, là. Hey, un levier, là, ça coûte 10$, là, c'est là. Ouais. OK? Ça, j'ai trouvé que c'était pas une bonne idée. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis un écran à l'arrière. Ouais. Et cet écran-là, ben là, tu peux contrôler le chauffage, les sièges chauffants. Tu peux aller sur YouTube, sur Netflix pour les passagers arrière. Puis c'est de série, là. Et toutes les Tesla, maintenant, Model 3, sont livrées avec un toit vitré de série avec cet écran-là. Puis, tu sais, tu prends ça en 18 pouces. Tu n'es pas obligé de prendre d'options. Parce que, honnêtement, les options maintenant, c'est toutes les options de conduite autonome que tu n'en veux pas. Fait qu'ils ont mis la gomme là, dans les équipements. Fait que, tu sais, il est tout série. Équipé. Il y a le siège chauffant ventilé à l'avant, il y a le volant chauffant, il y a toutes les technologies que tu veux. Tu n'as toujours pas Apple CarPlay, Android Auto, puis ils vont continuer de t'expliquer pourquoi. D'ailleurs, il faut que je te dise ceci. En voulant ramener la voiture sur la Rive-Sud, j'ai programmé l'adresse du centre de service Tesla à Mont-Saint-Bruno. Et ça me faisait passer par le tunnel. Et, il n'y avait pas de trafic. J'ai dit, c'est parfait, je vais prendre le tunnel. Non, il y en avait beaucoup. Ben, c'est ça. Fait que le temps estimé par la navigation du système qui provient, soi-disant, de Google était complètement faussé. Alors que, tu vois, quand je suis allé sur plan sur mon téléphone, ben là, ça me donnait un chrono de 20 minutes de plus. Ben, Tesla ont tout intérêt de garder leurs données chez eux. Hein? Fait qu'un Apple CarPlay puis Android Auto, c'est le débat politique un peu. Mais j'ai vraiment trouvé que tout ce qu'on avait fait comme erreur jusqu'à maintenant... Autrement dit, pour moi, Tesla, jusqu'à vraiment maintenant... un meilleur char, là. Ben non, mais jusqu'à maintenant, pour moi, Tesla, c'était uniquement une compagnie de software. Là, visiblement, ils commencent à savoir comment fabriquer des voitures. C'est ça, la bonne nouvelle. Parfait. Puis en plus, ben tu sais, ils sont ouverts 7 jours pour le service comme pour la vente. Fait que, tu sais, puis je veux dire, tu vas me dire, ils n'ont pas le choix. Ils ont 4 centres de service au Québec. Puis la quantité de voitures qu'ils livrent, il faudrait peut-être qu'ils donnent un peu de service. Puis ça a toujours été le problème chez Tesla. Puis je te dis pas que c'est totalement réglé. Mais à tout le moins, tu as une philosophie qui s'améliore. Là. Puis on se rend compte que le Québec, pour Tesla, c'est très important. Fait que Tesla le considère de plus en plus. Et je terminerai en te disant que, d'ailleurs, quand j'ai ramené le véhicule, il y avait un Cybertruck dans le stationnement. Qu'est-ce que c'est laid! Et
et qu'est-ce que c'est mal assemblé. Je peux pas croire qu'on va être capable d'homologuer ça. Il y a des jours entre les ailes et la partie, la paroi avant du véhicule. Là, le seul fait de t'appuyer la main sur l'aile, tu peux te couper. Fait qu'imagines-tu quand tu as un impact avec un piéton? C'est ça. Non, on a enlevé les ornements de capot, c'est Mercedes parce que c'était trop dangereux, mais ça... Non, mais pour cette raison-là, le Tesla Cybertruck ne sera jamais vendu en Europe. Il passe aucune des normes de protection des piétons. Mais comment tu peux même vendre ça ici? Comment tu peux vendre ça ici? On n'a pas les mêmes normes, mais en Europe, c'est sûr que, regarde, eux, là, ça va rester un truc complètement exotique. Ça, et les commandes manuelles aussi. On a parlé dans les nouvelles dernièrement que la législation là, en Europe veut changer pour pas avoir besoin de toujours aller dans les écrans. Ça va quand même dans le bon sens. Ça va dans le bon sens. Il faut garder un minimum de pitons, comme on dit. Et je veux juste terminer en mentionnant que la Model 3 que j'ai conduit, évidemment, c'est la nouvelle génération. Le modèle Y est encore sur l'ancienne. Oui. Et les deux véhicules sont vendus exactement au même prix. Alors, il y a bien des gens qui vont choisir l'Y pour son côté pratique parce que la 3 a ce défaut de ne pas avoir un haillon. Mais c'est clairement une meilleure voiture, la 3, que le Y en ce moment. Puis il va falloir attendre au moins à l'année prochaine avant que l'Y se modernise et devienne avec le niveau de qualité de la 3 en ce moment. Fait que c'est pour vrai... On s'en va dans la bonne direction. On s'en va dans la bonne direction. Puis c'est une bonne nouvelle parce qu'ils en mettent sur la route, c'est épouvantable. Parfait. Parce que, comme disait Elon Musk, qui aurait cru que faire des voitures était si compliqué? Oui, c'est ça. Lui, il a fini par le croire. Ça a mis visiblement. Du temps, voilà. Regarde. Merci, les gars. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.